Je ne quittais pas ma mère des yeux. Je savais que quand on serait à table, on ne me permettrait pas de rester pendant toute la durée du dîner, et que pour ne pas contrarier mon père, maman ne me laisserait pas l'embrasser à plusieurs reprises devant le monde, comme si ça avait été dans ma chambre. Aussi je me promettais, dans la salle à manger, pendant qu'on commencerait à dîner et que je sentirais approcher l'heure, de faire d'avance de ces baisers, qui seraient si courts et furtifs, tout ce que j'en pouvais faire seul, de choisir avec mon regard la place de la joue que j'embrasserais, de préparer ma pensée pour pouvoir, grâce à ces commencements mentaux de baiser, consacrer toute la minute que m'accorderait maman à sentir sa joue contre mes lèvres, comme un peintre qui ne peut obtenir que des courtes séances de pause, prépare sa palette et a fait d'avance de souvenirs, d'après ses notes, tout ce pourquoi il pouvait à la rigueur se passer de la présence du modèle. Mais voici qu'avant que le dîner fût sonné, mon grand-père eut la férocité inconsciente de dire « Le petit a l'air fatigué, il devrait monter se coucher, on dîne tard du reste ce soir. » Et mon père, qui ne gardait pas aussi scrupuleusement que ma grand-mère et que ma mère la foi des traités, dit « Oui, allons, va te coucher. » Je voulus embrasser maman. À cet instant, on entendit la cloche du dîner. « Mais non, voyons, laisse ta mère. Vous êtes assez dit bonsoir comme cela. Ces manifestations sont ridicules. Allons, monte. » Et il m'est fallu partir sans viatique. Il m'est fallu monter chaque marche de l'escalier, comme dit l'expression populaire, à contre-cœur, montant contre mon cœur qui voulait retourner près de ma mère parce qu'elle ne lui avait pas, en m'embrassant, donné licence de me suivre. Cet escalier détesté où je m'engageais toujours si tristement exhalait une odeur de vernis qui avait en quelque sorte absorbé, fixé, cette sorte particulière de chagrin que je ressentais chaque soir. Il la rendait peut-être plus cruelle encore pour ma sensibilité, parce que, sous cette forme olfactive, mon intelligence n'en pouvait plus prendre sa part. Quand nous dormons, et qu'une rage des dents n'est encore perçue par nous que comme une jeune fille que nous nous efforçons 200 fois de suite de tirer de l'eau, ou que comme un vers de Molière que nous nous répétons sans arrêter, c'est un grand soulagement de nous réveiller et que notre intelligence puisse débarrasser l'idée des rages des dents de tout déguisement héroïque ou cadencé. C'est l'inverse de ces soulagements que j'éprouvais quand mon chagrin de monter dans ma chambre entrait à moi d'une façon infiniment plus rapide, presque instantanée, à la fois insidieuse et brusque, par l'inhalation beaucoup plus toxique que la pénétration morale de l'odeur de vernis particulière à cet escalier. Une fois dans ma chambre, il fallut boucher toutes les issues, fermer les volets, creuser mon propre tombeau, en défaisant mes couvertures, revêtir le suaire de ma chemise de nuit. Mais avant de m'ensevelir dans les lits de fer qu'on avait ajoutés dans la chambre parce que j'avais trop chaud l'été sous les courtines de reps du grand lit, j'eus un mouvement de révolte, je voulus essayer d'une ruse de condamné. J'écrivis à ma mère en la suppliant de monter pour une chose grave que je ne pouvais lui dire dans ma lettre. Mon effroi était que Françoise, la cuisinière de ma tante qui était chargée de s'occuper de moi quand j'étais à Combray, refusa de porter mon mot. Je me doutais que pour elle, faire une commission à ma mère quand il y avait du monde lui paraîtrait aussi impossible que pour le portier d'un théâtre de remettre une lettre à un acteur pendant qu'il est en scène. Elle possédait à l'égard de choses qui peuvent ou ne peuvent pas se faire un code impérieux, abondant, subtil et intransigeant sur des distinctions insaisissables ou oiseuses, ce qui lui donnait l'apparence de ces lois antiques qui, à côté des prescriptions féroces comme de massacrer les enfants à la mamelle, défendent avec une délicatesse exagérée de faire bouillir le chevreux dans le lait de sa mère ou de manger dans un animal les nerfs de la cuisse. Ce code, si l'on en jugeait par l'entêtement soudain qu'elle mettait à ne pas vouloir faire certaines commissions que nous lui donnions,
semblait avoir prévu des complexités sociales et des raffinements mondains tels que rien dans l'entourage de Françoise et dans sa vie de domestique de village n'avait pu les lui suggérer. Et l'on était obligé de se dire qu'il y avait en elle un passé français très ancien, noble et mal compris, comme dans ces cités manufacturières où des vieux hôtels témoignent qu'il y a eu jadis une vie de cour, et où les ouvriers d'une usine de produits chimiques travaillent au milieu de délicates sculptures qui représentent le miracle de Saint Théophile ou les 4 fils Aymon. Dans les cas particuliers, l'article du Code à cause duquel il était peu probable que, sauf les cas d'incendie, Françoise allât déranger maman en présence de M. Swann pour un aussi petit personnage que moi, exprimait simplement le respect qu'elle professait non seulement pour les parents, comme pour les morts, les prêtres et les rois, mais encore pour l'étranger à qui on donne l'hospitalité, respect qui m'aurait peut-être touché dans un livre, mais qui m'irritait toujours dans sa bouche à cause du ton grave et attendri qu'elle prenait pour en parler. Et davantage ce soir où les caractères sacrés qu'elle conférait au dîner avaient pour effet qu'elle refuserait d'en troubler la cérémonie. Mais pour mettre une chance de mon côté, je n'hésitais pas à mentir et à lui dire que ce n'était pas du tout moi qui avais voulu écrire à maman, mais que c'était maman qui, en me quittant, m'avait recommandé de ne pas oublier de lui envoyer une réponse relativement à un objet qu'elle m'avait prié de chercher. Et elle serait certainement très fâchée si on ne lui remettait pas ce mot. Je pense que Françoise ne m'y crut pas, car, comme les hommes primitifs dont les sens étaient plus puissants que le nôtre, elle discernait immédiatement à des signes insaisissables pour nous toute vérité que nous voulions lui cacher. Elle regarda pendant 5 minutes l'enveloppe comme si l'examen du papier et l'aspect de l'écriture allaient la renseigner sur la nature du contenu ou lui apprendre à quel article de son code elle devait se référer. Puis elle sortit d'un air résigné qui semblait signifier « C'est-il pas malheureux pour des parents d'avoir un enfant pareil ?» Et revint au bout d'un moment me dire qu'on en était encore qu'à la glace, qu'il était impossible au maître d'hôtel de remettre la lettre en ces moments devant tout le monde, mais que, quand on serait au rince-bouche, on trouverait le moyen de la faire passer à maman. Aussitôt, mon anxiété tomba. Maintenant, ce n'était plus comme tout à l'heure pour jusqu'à demain que j'avais quitté ma mère, puisque mon petit mot allait, la fâchant sans doute, et doublement parce que ces manèges me rendraient ridicule aux yeux de Swann, me faire du moins entrer invisible et ravide dans la même pièce qu'elle, aller lui parler de moi à l'oreille, puisque cette salle à manger interdite, hostile, où il y avait un instant encore la glace elle-même, le granitier, et les rince-bouches me semblaient recéler des plaisirs malfaisants et mortellement tristes parce que maman les goûtait loin de moi, s'ouvrait à moi, et comme un fruit devenu doux qui brise son enveloppe, allait faire jaillir, projeter jusqu'à mon cœur enivré l'attention de maman, tandis qu'elle lirait mes lignes. Maintenant, je n'étais plus séparé d'elle. Les barrières étaient tombées et un fil délicieux nous réunissait. Et puis, ce n'était pas tout. Maman allait sans doute venir. L'angoisse que je venais d'éprouver, je pensais que Swann s'en serait bien moqué s'il avait lu ma lettre et en avait deviné le but. Or, au contraire, comme je l'ai appris plus tard, une angoisse semblable fut le tourment de longues années de sa vie, et personne, aussi bien que lui peut-être, n'aurait pu me comprendre. Lui, cette angoisse qu'il y a à sentir l'être qu'on aime dans un lieu de plaisir où l'on n'est pas, où l'on ne peut pas les rejoindre, c'est l'amour qu'il lui a fait connaître, l'amour auquel elle est en quelque sorte prédestinée, par lequel elle sera accaparée, spécialisée. Mais quand, comme pour moi, elle est entrée en nous,
avant qu'il y ait encore fait son apparition dans notre vie, elle flotte en l'attendant, vague et libre, sans affectation déterminée, au service un jour d'un sentiment, le lendemain d'un autre, tantôt de la tendresse filiale ou de l'amitié pour un camarade. Et la joie avec laquelle je fis mon premier apprentissage, quand Françoise revint me dire que ma lettre serait remise, Swann l'avait bien connue aussi, cette joie trompeuse que nous donnent quelques amis, quelques parents de la femme que nous aimons, quand arrivant à l'hôtel ou au théâtre où elle se trouve pour quelques balles, redoute ou première où il va la retrouver, cet ami nous aperçoit errant dehors, attendant désespérément quelque occasion de communiquer avec elle. Il nous reconnaît, nous aborde familièrement, nous demande ce que nous faisons là. Et comme nous inventons que nous avons quelque chose d'urgent à dire à sa parente ou amie, il nous assure que rien n'est plus simple, nous fait entrer dans le vestibule et nous promet de nous l'envoyer avant 5 minutes. Que nous l'aimons, comme en ce moment j'aimais Françoise, l'intermédiaire bien intentionné que d'un mot vient de nous rendre supportable, humaine et presque propice la fête inconcevable, infernale, au sein de laquelle nous croyons que les tourbillons ennemis, pervers et délicieux, entraînés loin de nous, la faisaient rire de nous, celle que nous aimons. Si nous en jugeons par lui, le parent qui nous a accostés, et qui est lui aussi un des initiés des cruels mystères, les autres invités de la fête ne doivent rien avoir de bien démoniaque. Ces heures inaccessibles et suppliciantes où elle allait goûter des plaisirs inconnus, voici que par une brèche inespérée nous y pénétrons. Voici qu'un des moments dont la succession les aurait composés, un moment aussi réel que les autres, même peut-être plus important pour nous, parce que notre maîtresse y est plus mêlée, nous le représentons, nous le possédons, nous y intervenons, nous l'avons créé presque. Les moments où on va lui dire que nous sommes là, en bas. Et sans doute les autres moments de la fête ne devaient pas être d'une essence bien différente de celui-là, ne devaient rien avoir de plus délicieux et qui du temps de nous faire souffrir, puisque l'ami bienveillant nous a dit « Mais elle sera ravie de descendre, cela lui fera beaucoup plus de plaisir de causer avec vous que de s'ennuyer là-haut. » Hélas, Swann en avait fait l'expérience. Les bonnes intentions d'un tiers sont sans pouvoir sur une femme qui s'irrite de se sentir poursuivie jusque dans une fête par quelqu'un qu'elle n'aime pas. Souvent, l'ami redescend seul. Ma mère ne vint pas.